Souvent, sur cette chaîne, je vous parle de théories. Et quand je vous parle de ces théories, je vous raconte la théorie en elle-même. Je vous parle des éléments et des preuves qui l'avancent. Mais il y a souvent un aspect qui a été pas mal négligé à ce niveau. En effet, bien que je vous parle des résultats, je vous parle très peu de la recherche en elle-même. Et c'est bien dommage, car il s'agit en réalité de l'un des passages que je préfère lors de mes investigations. Le plaisir de découvrir une réponse, regrouper des éléments entre eux, voir qu'on arrive à un résultat, et ne pas savoir si oui ou non on y arrivera. Mais la plupart du temps, le futur valide ou infirme ces théories. Elles ont toujours une fin, une issue. C'est le principe même des théories. Et pourtant, il y a dans ce monde des phénomènes ou des cas que personne n'a jamais résolus et qui le resteront probablement. Je vous propose aujourd'hui, dans cette petite vidéo, de vous en compter 4 d'entre eux. Bien évidemment, personne ne sait vraiment le fin mot de ces histoires. Comme le nom de la vidéo l'indique, ce sont des mystères insolubles. Il se pourrait même que certains d'entre eux soient faux. Mais le manque d'informations et leur ancienneté empêchent d'avoir une réponse. Je vous laisserai le soin en commentaire d'en débattre. Je verrai par la suite si le format vous plaît, car je dois encore avoir une dizaine d'histoires du genre en réserve. Bref, je vous souhaite la bienvenue dans Mystères Insolubles. La borne d'arcade. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une borne d'arcade. C'est une borne d'arcade tellement mystérieuse qu'on n'a ni visuel du jeu, ni de la borne en elle-même. C'est une histoire assez connue d'internet et certains d'entre vous sont peut-être susceptibles de la connaître. J'y avais d'ailleurs fait une référence dans le dossier Roland. Je veux bien sûr parler du jeu Polybius. Polybius serait un jeu d'arcade créé par une société nommée Ciné-Schlossen et qui serait mystérieusement apparu dans les salles d'arcade dans plusieurs quartiers de Portland en Oregon vers 1981. La société appelée Ciné-Schlossen se traduirait par privation sensorielle en suédois. Bien qu'en réalité le mot se traduirait plus par insensé puisque dérivé de l'allemand. Polybius serait un jeu qui créerait une forte dépendance et les rumeurs disaient que les files d'attente s'étendaient sur tout un quartier là où il se trouvait. On raconte également que les personnes jouant au jeu auraient été affectées par divers effets secondaires, allant de la nausée, de visions étranges, de perte de mémoire ou d'amnésie, de cauchemars et même pour certains de morts indirectes. Les mêmes rumeurs racontaient également que des personnes dont le gérant aurait vu des hommes en costume noir, identifiés comme probablement des employés du gouvernement. Ces personnes collectaient périodiquement les données du jeu d'arcade. Pour finir, en à peine quelques semaines, voire 2 mois selon d'autres versions, Polybius a disparu étrangement de la même manière dont il était apparu de toutes les salles d'arcade, sans la moindre trace. Que peut-on penser de tout cela ? Il existe bien des théories et bien des versions sur toute cette histoire. On parle d'une sorte d'expérience gouvernementale destinée à tester les effets des messages subliminaux dans les jeux vidéo. D'autres parlent d'une borne destinée à former des soldats et certains affirment que le jeu serait en réalité un simulateur d'entraînement pour résister au lavage de cerveau, voire au contrôle mental. Bien qu'il y ait des dizaines de versions et de théories, la légende de Polybius a su se frayer un chemin, que ce soit sur internet ou dans l'esprit des gens. Et si vous voulez savoir ce que j'en pense, eh bien je pense que Polybius n'a jamais existé. Que toutes ces rumeurs sont fondées sur d'autres faits qui ont mené les gens à croire à tout cela. En effet, à la même époque, plusieurs faits du style sont arrivés. Pour exemple, en 1981, cela faisait déjà 3 ans que les jeux d'arcade faisaient fureur et de plus en plus de gens s'amassaient dans les salles grâce au carton monumental qu'avait été Space Invaders. On trouvait d'ailleurs des bornes un peu partout. Dans les bars, les restaurants ou même dans certains cinémas. D'ailleurs, il doit en rester quelques vestiges aujourd'hui, et ce, même en France. Ceux qui sont partis en vacances dans les lieux paumés ont déjà dû passer par une ville où il y a un bar ou un café qui contenait encore aujourd'hui une vieille borne d'arcade ou un flipper. Mais évidemment, qui dit réussite dit aussi argent. C'est pour ça qu'à cette même époque, des personnes cherchaient des combines pour en tirer le plus possible. Certaines de ces salles d'arcade avaient des pièces arrière tenues par des criminels, voire même quelques mafieux selon les cas. Ces salles servaient à dealer ou à parier illégalement, mais évidemment, tout finit par se savoir. Et ainsi, lorsque les parents de la ville ont appris cela, de moins en moins d'enfants se sont mis à traîner dans ces endroits. Et même s'il en restait quelques-uns, dont certains qui étaient probablement utilisés pour du trafic, des manifestations ont éclaté un peu partout et les arcades ont été accusées de pousser la jeunesse au crime et d'autres trucs absurdes. Les jeux vidéo eux-mêmes ont acquis une mauvaise réputation à ce moment. Il y avait donc des raids de la police cherchant à arrêter tout ça.
J'imagine que quand il s'agit de mafia, la police ne suffit plus. Les hommes en noir pourraient en réalité être le gouvernement américain. Ou alors, peut-être que l'histoire est tout autre. Finalement, l'histoire reste étrange. Si c'était réellement le gouvernement, comment aurait-on pu avoir autant d'infos sur les bornes ? Qu'en est-il réellement ? Eh bien, il existe plusieurs sources. Les principales choses que nous savons de la borne ont en fait été répertoriées par CoinOp Museum, qui était une sorte de site web / musée qui s'était donné pour mission de répertorier toutes les bornes d'arcade ayant existé. Il existe bien sûr d'autres sources parlant de quelque chose nommé le projet Polib et qui a été révélé par un certain Steven Roche sur ce même site. Le problème étant qu'il existe plein de sources différentes parlant de plein de choses différentes. Mais personne ne peut savoir si ces sources sont réellement fiables ou non à cause d'un manque d'informations. Bref, tout le mystère qui entoure ce jeu est énorme et il me faudrait des heures pour vous en parler. Mais vu que cette vidéo est courte et pas du tout destinée à ça, je vous redirigerai plus vers la vidéo d'1 heure du youtubeur Ahoy. Elle est en anglais, mais les sous-titres sont activables pour les non-anglophones. Quoi qu'il en soit, que ce mystère soit fondé ou non, réel ou non, il a réussi à se glisser au rang de légende un peu partout. Et aujourd'hui encore, il reste ancré dans la pop culture. Il est apparu dans des séries comme Les Simpsons ou Loki. Il y aurait même plusieurs ROM du jeu recréés par des gens d'après ce qu'on en sait. Et même un jeu de PS4 basé sur le même principe. Il y a même un épisode de la VGN dessus. En gros, c'est le JDG américain pour ceux qui connaissent pas. Et bien sûr, plusieurs bornes recréées par des gens, et dont on ne sait même pas si elles se rapprochent ou non du design de la vraie borne, si jamais celle-ci a existé. Le mystère reste entier et ne sera probablement jamais résolu. Musique inconnue. Bon, alors, pour ce mystère en question, vous le connaissez peut-être car un youtubeur ultra connu a sorti une vidéo dessus pendant que j'étais en train d'écrire celle-ci. J'ai pas mal hésité à le mettre dans la vidéo, mais finalement je me suis dit que ça coûtait rien de le laisser vu qu'il y a plusieurs cas dont on va parler dans cette vidéo. Et puis ça me permettra aussi de vous donner mon avis dessus. Du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo du youtubeur en question, laissez-moi vous résumer l'histoire de manière courte. The Most Mysterious Song on the Internet est une chanson enregistrée à partir d'une station radio inconnue par le frère d'une utilisatrice nommée Bluelie, et il s'appelle Darius. Pour résumer l'histoire simplement, au cours des années 1980, Darius a enregistré des musiques qui passaient à la radio sur des cassettes pour s'en faire des compilations. Lors du début des années 2000, environ vers 2007, Darius les a digitalisées pour les avoir sur son ordinateur. Alors qu'il répertorie tous les morceaux qu'il a gardés, sa sœur Lydia l'aide pour trouver les noms des morceaux en question en faisant des recherches sur le web, des paroles et diverses choses. Arrive le fameux moment où Darius numérise la cassette numéro 4. Sur cette cassette se trouve une musique qu'on nommera donc ici The Most Mysterious Song on the Internet, ou pour faire court, TMS. Donc, ce que va faire Lydia, c'est qu'elle va poster sous le pseudo Bluelie l'enregistrement de TMS de son frère sur le forum thespiritofradio.ca. À l'époque, c'était un forum dédié à la recherche de chansons inconnues. Ce post n'a donné aucune piste pour trouver la chanson. Et puis, il est tombé dans l'oubli. À l'époque, Lydia avait quand même fourni quelques détails sur la chanson, comme le fait qu'elle ait été enregistrée à partir d'une station de radio, que la station de radio était probablement NDR à Hambourg, en Allemagne, et qui plus est, dans un programme nommé Musik für Junglet, qui se traduirait par musique pour les jeunes. Du moins c'est ce qu'il suppose, vu que c'est là que Darius a enregistré quasiment toutes les musiques de ses cassettes. Et vu que le message date de 2007, il y a très peu de chances que ce soit un canular d'un troll. À l'époque, on faisait pas ce genre de blagues sur des forums comme celui-ci, c'était sérieux. Mais du coup, puisque les recherches ont été abandonnées, que la musique n'a pas été trouvée, pourquoi je vous en parle? Et pourquoi je vous l'ai pas non plus fait écouter? Eh bien, je vais vous donner la réponse maintenant. Le mystère de cette musique aurait pu rester inconnu si en 2011, un utilisateur YouTube nommé RedoAlfo n'avait pas téléchargé un extrait incomplet du post de Lydia sur sa chaîne YouTube. Cet extrait n'a pas fait parler de lui et il est passé quasiment inaperçu. Mais alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'en avril 2019, un étudiant brésilien, Gabriel da Silva Vieira, a relancé l'intérêt pour la recherche de cette chanson en publiant le lien de RedoAlfo dans 44 subreddits différents. Dans la même année, le subreddit The Mysterious Song a été lancé pour que les gens puissent organiser leurs propres recherches. À peu près à cette époque, des spéculations sont apparues, selon lesquelles le DJ qui avait joué TMS était Paul Baskerville, car il était le DJ le plus populaire, et connu pour avoir animé Musik für Junglet. À partir de là, c'est la dégringolade. Tout le monde parle de la musique sur internet. Vers août 2019, après avoir été contacté à plusieurs reprises par des chercheurs, Paul Baskerville leur a répondu en disant qu'il ne se souvenait pas avoir passé la chanson, mais qu'il proposait de la repasser dans sa nouvelle émission de radio et de donner
donné aux auditeurs la possibilité d'appeler s'ils la reconnaissaient. Il a donné suite à cette offre à 2 reprises. Une fois dans sa propre émission de radio sur NDR et une fois sur la station de radio berlinoise Radio 1 dans le cadre d'une interview. Personne n'a pu identifier TMS, mais il y a une personne qui l'a tout de même reconnu. Darius, alias le frère de Lydia qui avait enregistré la chanson en premier lieu. Darius fut assez intrigué par le fait que la recherche gagnait autant de terrain plusieurs années après la publication de sa sœur. Lydia l'a également découvert et a été active dans la communauté depuis lors. Elle a d'ailleurs fourni plus de détails sur la mixtape, y compris une image de la tracklist de la mixtape en question. Depuis, les recherches n'ont jamais cessé. Mais vous vous demandez sûrement à quoi elle ressemble cette musique du coup. Eh bien, je vais vous la faire écouter. Donc, pourquoi je ne vous l'ai pas fait écouter avant? Eh bien la réponse est simple. Vous avez compris quoi aux paroles? Parce qu'en plus de ne pas reconnaître la musique, les gens ne sont pas d'accord avec ce que disent les paroles. Ce qui rend encore plus compliqué la transcription de cette dernière. Par exemple, vous entendez quoi là? Like the wind, blind the wind, found a way? Personnellement, j'entends blind away. Alors au final, on en sait quoi finalement de cette chanson? Déjà, qu'elle a été enregistrée dans une mixtape de station de radio près de Wilhelmshaven en Allemagne, comme dit plus tôt, probablement NDR dans l'émission Music for Junglet. On sait également que toutes les chansons de cette même mixtape sont sorties entre 1982 et 1984, mais potentiellement beaucoup plus en 84. Que la nationalité du groupe qui chante est probablement allemande, mais il y aurait des possibilités pour qu'il soit européen. Et que d'après plusieurs recherches, on pense que le synthétiseur utilisé lors de la chanson est un Yamaha DX7, car l'un des presets de ce clavier est presque identique. Sachant que le DX7 est sorti au milieu ou à la fin de l'année 1983, ça concorde. Et pour finir, une organisation allemande connue sous le nom de GEMA est censée posséder des archives de toutes les chansons diffusées à la radio dans le pays. Ces archives sont privées et probablement incomplètes. Les gens ont d'ailleurs essayé de fouiller les archives de la radio NDR pour retrouver cette chanson. Ils ont arpenté une liste de toutes les chansons publiées en 1984. Et figurez-vous que, comme vous vous en doutez, elle n'était pas dedans. Et forcément, quand un mystère comme ça apparaît, on a toujours droit à des fausses pistes qui se rajoutent. Ce qui n'est pas étonnant au vu du nombre de trolls sur internet. T'as parlé de trolls? Tiens, c'est étonnant que tu te pointes toi. En parlant de trolls, vous savez que ma superbe série, le Pokétroll Challenge, est actuellement réuploadée en ce moment même sur la chaîne? Ouais, on sait, tous les lundis à 20h sur la chaîne. Ouais, bah moi j'ai des horaires, contrairement à ton let's play sur Mythopia. Que vous pourrez aussi retrouver au pif, je sais pas quand. Au passage, ils sont passés où les chibis là? Ben, c'est pas une vidéo habituelle, alors j'en mets pas trop, mais... tiens, si ça te fait plaisir. Oh, super, je peux faire des conneries à l'écran. Et donc, après tout ça, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire finalement? Ben déjà, pour moi, il y a 2 possibilités flagrantes. La première, c'est que les personnes ayant enregistré et chanté la chanson sont soit morts, soit ne veulent pas divulguer leur identité. Je m'explique. Vu comment tout ça date, il y a au moins un des membres du groupe qui aurait dû reconnaître la chanson depuis le temps. À moins que bien sûr il soit mort tout simplement. Ou qu'il ne puisse pas divulguer d'informations sur la chanson pour d'autres raisons. Mais quelles raisons du coup? Bah imaginez par exemple que la chanson ait été enregistrée sur un instrumental dont il n'avait pas les droits, ou que le chanteur ait enregistré la chanson sans l'accord du groupe, ou même que la chanson n'ait pas été diffusée sur NDR mais sur une radio pirate comme il pouvait y en avoir à l'époque. Personne ne pourrait le dire. L'autre possibilité néanmoins est bien plus étrange, mais plausible. Cette possibilité serait que la chanson en question ne soit en fait qu'une maquette ou une chanson enregistrée par un groupe local de l'époque et qu'il avait envoyée à la radio. La raison pour laquelle les personnes de la radio ne se souviennent pas de la diffusion et qu'elle ne soit pas notée dans ces dernières viendrait du fait que ce soit justement une musique non officielle. De plus, Paul Baskerville n'était pas le seul DJ à l'époque sur cette radio, mais impossible de demander au second vu qu'il est décédé. Voilà ce qui en est pour TMS. Mais avant de passer au mystère suivant, je vais vous parler d'un autre cas de musique inconnue, et qui pour le coup est bien moins connu que celui-ci. Il s'agit du cas de cette musique.
vient-elle? Quelle est son histoire? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Cette musique s'appelle 秋葉原で買ったカセットテープに入ってた曲、再アップ版。 ou en version traduite, la chanson sur la cassette que j'ai achetée à Akihabara, version Re-Up. Du moins, c'est le nom qu'elle arbore sur internet, car personne ne connaît réellement son véritable nom. Mais alors, d'où vient cette chanson et comment a-t-elle fini par être un phénomène au même titre que TMS? Bien que ce soit uniquement sur l'internet japonais au départ, et s'étant étendu un peu sur l'internet américain, cette chanson n'est pas aussi connue que la première dont je vous ai parlé. Comment cette vidéo a donc-t-elle été connue? Elle a initialement été postée en 2018 sur la plateforme japonaise Nico Nico Douga, sous le même nom. Bien qu'il existait une version précédente, probablement postée plus tôt, elle était uploadée en mono dû à un souci d'enregistrement. La vidéo a plus tard été repostée sur YouTube par un utilisateur nommé ReIndex, toujours en 2018. De ce que la description nous apprend, cette musique a été trouvée sur une cassette achetée à Akihabara il y a plus de 10 ans. La description de la vidéo de Nico Nico Douga est plus précise quant à elle, puisqu'elle nous dit que la cassette aurait été achetée dans les années 90. Et c'est tout en fait. Dans les commentaires, certaines personnes semblent avoir une idée de la chanteuse, mais encore une fois, plusieurs noms ont été mentionnés, et aucun d'entre eux n'a été confirmé. Une fois de plus, je pense que nous sommes face à un mystère qui restera insoluble. Tsugumi Oba. Tsugumi Oba est un nom qui vous est peut-être familier, et si c'est le cas, vous vous demandez probablement ce qu'il fait dans cette vidéo. Et bien d'abord, laissez-moi vous dire de qui il s'agit pour ceux à qui ça ne dit rien. Tsugumi Oba est le nom du scénariste associé à Death Note, Platinum End ou encore Bakuman. Le problème, c'est que j'ai dit qu'il s'agissait de son nom. Or, en réalité, il s'agit d'un pseudonyme. Et là, évidemment, on va me dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a plein d'artistes qui utilisent des faux noms. Et je vous répondrai que oui. Sauf que là, il y a un détail. Personne ne sait réellement de qui il s'agit. La seule personne l'ayant rencontré serait une personne bossant chez l'éditeur Shueisha, et c'est tout. Ouais, vraiment. Même Takeshi Obata, le dessinateur des mangas lui-même, ne connaît pas le visage de ce scénariste. En effet, il recevait juste les storyboards par lettres. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on connaît, ou alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette personne? Eh bien déjà que le pseudonyme Tsugumi Oba est un prénom féminin au Japon. Cela dit, il n'est pas rare de voir des auteurs de manga prendre un nom du sexe opposé. Cependant, pendant une interview accordée à Shueisha, il est dit qu'il ressemble à Nier, et que physiquement, le personnage de L serait inspiré du scénariste lui-même, autant pour sa manière de se tenir que pour son régime alimentaire, car il se tient souvent sur une chaise en repliant les genoux, et qu'il aurait également quelques points communs avec Light, dont celui de vouloir apprendre beaucoup de choses. Sauf que ces interviews se sont déroulées en japonais, et ont ensuite été transcrites à l'écrit. Vous allez me dire en quoi c'est un problème? Eh bien, il est impossible d'en connaître plus à cause de cela. Car en japonais, certains mots permettent de ne pas faire la différence entre féminin et masculin. J'imagine cependant que ce n'est pas très grave de savoir cela. Bref, pas grand chose en soi. Mais ce ne sont pas ces informations qui nous en apprennent le plus. En effet, certaines personnes avancent qu'il s'agirait d'Hiroshi Gamo, également mangaka, Totemo Lukiman ayant des ressemblances avec Bakuman. En plus de ça, l'oncle du personnage principal travaillait sur un manga humoristique sur les super-héros, tout comme Hiroshi à son époque. Et les deux personnages se ressemblent d'ailleurs. De plus, les storyboards de Oba ressemblent grandement à ceux de Gamo. Pour finir, nous n'avons aucune réelle photo, ni d'Oba, ni de Gamo. Celle-ci est la seule photo qui pourrait être Gamo, mais cela n'a pas été confirmé. Par ailleurs, dans Death Note, Light se rend également au séminaire Gamo. D'autres personnes, quant à elles, pensent qu'il s'agirait de Yuko Asami, l'autrice de Wild Alf ou encore Romancer. Cependant, pour cette théorie, je n'ai rien trouvé. Juste quelques articles qui en font mention, même si je ne comprends pas d'où vient cette rumeur. Après, je comprends parfaitement le souhait d'Oba de vouloir rester anonyme, et je ne pense pas que chercher quoi que ce soit nous permettrait de toute façon de savoir de qui il s'agit. Tout ça pour dire que Tsugumi Oba reste une personne bien mystérieuse, dont les œuvres resteront mythiques dans la mangasphère, bien que personne ne sache de qui il s'agit. Benedetto Supino. Pour ce dernier cas-là, on va entrer dans un truc un peu plus surnaturel. Un cas avéré mais pas du tout prouvable, rendant le taux potentiel de fake existant. On va parler d'un garçon appelé Benedetto Supino. Il serait né le 5 décembre 1973 à Formia en Italie, et il aurait donc maintenant 48 ans à l'heure où j'écris ces lignes. Donc il pourrait encore vivre parmi nous.
Mais personne ne semble savoir où il est maintenant, ni ce qui lui est arrivé exactement dans son enfance ou son adolescence, bien que l'étrange histoire de Benedetto Supino ait fait les gros titres des journaux italiens. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre dans l'histoire. Il y a eu plein de recherches sur ce mec et on n'en connaît absolument rien. Et là du coup, vous allez me demander, c'est quoi son histoire? Eh bien, laissez-moi vous la raconter. Benedetto Supino, âgé de 10 ans à l'époque, découvrit qu'il avait un don étrange. Il pouvait mettre le feu aux choses en les regardant. C'est en effet dans le cabinet d'un dentiste de Formia en 1982, alors qu'il attendait en lisant une bande dessinée, que cette dernière se serait enflammée entre ses mains. Bien sûr, il ne semblait pas pouvoir contrôler son pouvoir. Plein de choses étranges lui sont d'ailleurs arrivées. Le jeune garçon aurait ainsi également enflammé son oreiller et coupé l'électricité de sa maison alors qu'il dormait tranquillement dans son lit. Il brûlait les draps, faisait bugger des appareils électroniques autour de lui et il aurait aussi enflammé un petit objet en plastique dans les mains de son oncle en le regardant tout simplement. Autant dire que les médias s'en sont emparés assez vite, et qu'en 82, le jeune Benedetto faisait la une de tous les journaux. Il a été cité dans divers livres et magazines sous plusieurs noms, comme The Human Torch, The Fireboy, Human Flamethrower, ou même des variantes étranges de son nom comme Benito Supino ou Benedicto Supino. À l'époque, bien qu'il disait être innocent et ne pas savoir comment cela se produisait, personne ne le croyait. Certains même l'accusaient d'être pyromane. Ceci dit, plus le temps passait et plus les phénomènes se multipliaient, poussant les adultes qui l'entouraient à être plus susceptibles de le croire. Surtout lorsqu'ils l'ont vu enflammer accidentellement des objets sans aucun moyen de le faire. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ses draps qui avaient brûlé. Et bien ce matin-là, son pyjama était en flammes également. Et il aurait subi quelques graves brûlures. Tout cela était plus une malédiction qu'un don. Benedetto fut envoyé un peu partout. D'abord chez des médecins et des physiciens qui l'ont examiné mais qui n'ont pas réussi à trouver des conclusions logiques à ses dons. Il aurait même été envoyé à un archevêque qui aurait également échoué à comprendre cela, même avec l'explication des croyances religieuses. Cette situation aurait persisté pendant plusieurs années avant que Benedetto n'apprenne enfin à contrôler son don avec l'aide d'un parapsychologue du nom de Demetrio Croce. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle de lui. En revanche, les scientifiques, eux, n'ont toujours pas trouvé l'origine des flammes encore aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, eh bien, je vous dirais que c'est assez étrange. Même après tout ça, il est impossible d'avoir des informations sur lui, de retrouver les journaux de l'époque qui ont parlé de lui, même sur internet, et d'avoir une quelconque information sur Demetrio Croce. Et pourtant, cette histoire reste connue de tous et reste un mystère actif encore aujourd'hui. J'imagine que la seule façon de savoir si ce mystère est réel ou non serait de retrouver ce fameux Benedetto, bien que cela semble impossible. En tout cas, si vous me demandez mon avis, je ne pense pas qu'une telle chose soit impossible, mais la seule explication que j'y verrais serait une sorte de lien étrange avec ce que les gens appellent la combustion spontanée. Pour vous faire la version simple, la combustion humaine spontanée est un phénomène étrange où des flammes apparaissent sur des personnes vivantes, les brûlant au passage, ou encore la réduction d'un corps en cendres, qu'elle soit partielle ou totale, sans cause apparente et arrivant de nulle part. Bien sûr, contrairement à l'histoire de Benedetto, il existe d'assez nombreux témoignages en parlant, allant de racontars douteux à des faits avérés. On en a parlé un peu partout dans le monde depuis le XVIe siècle jusqu'à encore aujourd'hui. Et bien que ce phénomène reste encore très débattu dans l'univers médical et scientifique, celui-là, au moins, on en a la preuve. Si vous voulez des explications sur ce phénomène, je vous laisserai chercher les différentes théories scientifiques sur internet ou tout simplement aller lire la page Wikipédia. Je vous invite bien évidemment à débattre de tous ces mystères en commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, sachez que j'ai encore plein de mystères irrésolus en stock. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.